Bonjour. Après l'hôpital en janvier, la ville aujourd'hui. Pour ces deuxièmes débats des contrepoints de la santé consacrés à l'élection présidentielle, nous nous intéresserons avec Pascal Morel et Renaud Degas. Bonjour Pascal, bonjour Renaud. À la médecine de ville au sens large, qui présente elle aussi de nombreuses difficultés, même si elle a su se mobiliser de manière exceptionnelle pendant la crise sanitaire. Ces difficultés pour les soins de proximité sont notables. Déserts médicaux qui vont continuer de progresser du fait de la baisse du nombre des médecins généralistes jusqu'à au moins 2026, répartition géographique très hétérogène des médecins, difficultés d'accès pour les soins spécialisés, remise en cause de la liberté d'installation des médecins, urgence renvoyée à l'hôpital, manque de coordination entre soignants pour faciliter le parcours de soins, désintérêt croissant pour l'exercice libéral, manque d'attractivité de certaines professions, rémunération très variable au sein d'une même profession, délégation de tâches insuffisante. Vous voyez que le dossier est chargé. Pour en débattre, comme à chaque fois pour ces débats, un professionnel, un expert et un politique. Jean-Paul Ortiz sera le professionnel, médecin spécialiste, néphrologue et surtout président de la CSMF, syndicat de médecins libéraux polycatégoriels, c'est-à-dire les généralistes comme les spécialistes. Dominique Polton sera l'experte, auteur en particulier avec Jean-Philippe Vincan de Santé, Liberté, faut-il choisir, petit livre passionnant et utile en ces temps troublés, je vous conseille de le lire. Et le politique sera une politique, Stéphanie Rist, députée LaREM, La République en marche du Loiret, et conseillère municipale d'Orléans, et aussi auteur d'une loi qui porte de fait son nom d'avril 2021 et qui vise tout simplement à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, rien que cela. La loi traite en particulier des moyens pour développer le service d'accès aux soins, le SAS, et les professions paramédicales. Merci mesdames et merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Ce débat a été enregistré mardi 8 février dans les conditions du direct et nous remercions bien évidemment nos partenaires, BVA, Groupe Pasteur Mutualité, Medtronic et Point Vision. Pascal Morel, première question. Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous. Oui, la liste que Philippe nous cite n'est pas d'abord exhaustive, c'est une liste à la Prévert, mais visiblement à l'entendre et à l'écouter, il y a de vraies difficultés dans la médecine de proximité, dans la médecine de ville, dans la médecine libérale, dans la médecine de territoire. Alors, première question peut-être pour planter le décor, pour voir de quoi nous devons parler, le diagnostic. Docteur les uns et les autres, spécialistes de ces questions, quel est peut-être le point central ou quelques points centraux qu'il faudrait retenir sur la situation de la médecine, de la médecine libérale notamment. Alors on va peut-être commencer par vous, Jean-Paul Ortiz, président de la CSMF. Oui, merci de m'avoir invité à ces contrepoints de la santé. Je pense qu'aujourd'hui, la médecine de ville est en train de subir une crise absolument extraordinaire. Elle est en train de se déliter. On le voit avec des âges d'installation en médecine libérale extrêmement tardifs, 38 ans en moyenne. Et cela se traduit chez nos compatriotes, chez les patients, par des difficultés d'accès aux soins, avec les déserts médicaux dont on parle beaucoup, mais aussi les délais très élevés pour avoir un rendez-vous chez un médecin spécialiste. C'est le résultat de quoi? C'est le résultat d'abord, et il faut quand même commencer par ce qui est le plus évident, d'une démographie médicale qui est aujourd'hui en situation difficile, dégradée parce que le numerus clausus qui était descendu, je le rappelle quand même, 3500 étudiants seulement en deuxième année de médecine dans les années 90-95, puis une hausse progressive qui a été commencée par Jean-François Mattei dans les années 2000, et nous sommes maintenant à un peu plus de 10 000 étudiants en deuxième année. Ça veut dire que nous avons triplé le nombre d'étudiants en médecine, mais nous C'est une bonne chose. Je vous coupe, Jean-Paul Ortiz. C'est une bonne chose pour vous à ce stade de votre démonstration? C'est indispensable pour le pays. C'est indispensable pour le pays. Pourquoi? On a beaucoup tardé, non? Nous avons On a beaucoup tardé. On a beaucoup tardé. On a beaucoup tardé parce qu'à l'époque, on a diminué le nombre de médecins en se disant il y a un déficit de la sécurité sociale, donc si on diminue le nombre de prescripteurs, ça ira mieux pour les comptes de la Sécu. Erreur funeste. Aujourd'hui, on le paie cher. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on a ces difficultés d'accès aux soins et on voit bien que la surcharge de travail
des médecins libéraux, leur engagement sur le terrain n'est pas de nature à attirer les jeunes générations aujourd'hui. Et c'est vrai que la médecine libérale est en crise pour ces raisons-là, d'autant que le métier attire peu car il est considéré comme non valorisé à la hauteur de l'engagement professionnel. Jean-Paul Ortiz, ok. Je vous coupe pour avoir le diagnostic rapide, mais nous reviendrons sur tous ces points. Un problème d'attractivité. Dominique Polton, votre peut-être première analyse sur les difficultés que nous essayons de comprendre de la médecine. Peut-être insister sur un deuxième point, outre la démographie effectivement globale et le fait qu'on va avoir une baisse vraiment de l'encadrement médical, d'ailleurs peut-être pas jusqu'à 2026 si on le rapporte à la population, notamment chez les généralistes, je pense qu'on est plutôt jusqu'à 2030, voire au-delà. Mais en dehors de cette baisse quantitative globale, il y a un deuxième phénomène quand même qui est tout à fait marquant. Quand vous regardez, c'est très frappant quand vous regardez les pyramides des âges des médecins il y a 10 ans et dans 10 ans. Parce qu'elles sont déjà connues en fait dans 10 ans, vous avez une bascule extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes âgés, et dans 10 ans, enfin, il y a encore plus il y a 10 ans, mais dans 10 ans, si vous voulez, on a une nouvelle génération qui arrive, très féminine, et ça porte des conséquences très importantes. C'est-à-dire que dans les aspirations, par exemple, des jeunes médecins, il y a un point très fondamental et sur lequel on va sûrement revenir, quand vous interrogez sur les raisons d'installation, les 3/4 des jeunes médecins, des moins de 40 ans, disent que rejoindre une équipe ou créer une équipe, pour eux, c'est un facteur, c'est un critère pour l'installation, alors que c'est très faible chez les plus de 60 ans. Dominique Donc il y Polton, a un changement des aspirations, c'est ça que je veux dire. Oui, nous sommes à distance, donc évidemment, c'est un petit peu plus difficile. Je vous coupe sur ce point. Il y a un jugement de valeur dans ce que vous dites ? Un jugement de valeur, non. Je pense qu'il faut quand même comprendre qu'on est aussi dans une population médicale qui change aujourd'hui, qui a des aspirations et qu'il faut aussi que le système s'adapte. Et alors, je pense que c'est pour le bien de la population également, pour ma part. Je vois que Jean-Paul Ortiz veut intervenir, mais allez-y. Oui, excusez-moi 30 secondes. C'est pas un problème de féminisation. Moi, je m'inscris en faux. Je n'ai pas dit ça. C'est un problème de génération et de façon dont chacun appréhende son métier, sa profession dans notre société. Nous avons compris. Oui, était complètement dans une logique de sacerdoce vis-à-vis de son métier. Aujourd'hui, les jeunes générations, et ça se respecte, et il faut le gérer. Nous avons compris que Jean-Paul. Nous avons compris que Jean-Paul Ortiz, face à nos deux autres invités, était un féministe affirmé. Stéphanie Rist, votre premier diagnostic ? Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. On est un véritable tournant, à mon avis. On rajoute au fait de la démographie très faible, de la féminisation, mais effectivement, je suis d'accord, de la génération qui veut travailler différemment. On ajoute ça à 2 ans de crise sanitaire, on ajoute 50 ans de très peu de réformes finalement du système et d'un vieillissement majeur de la population qui arrive, avec un mur de vieillissement de la population qui arrive devant nous. Donc je crois qu'on est à un véritable tournant où l'on voit bien que la médecine de ville, mais aussi le secteur hospitalier, va devoir prendre ce virage et c'est tout l'intérêt de ces discussions que nous pouvons avoir aujourd'hui. Merci. Philippe Leduc. Alors, le premier problème qui soucie les Français, ce sont bien évidemment les déserts médicaux. Alors, les médecins généralistes ont diminué, leur nombre a diminué de près de 6% en 10 ans. Et comme vous le dites, les projections jusqu'à 2026 sont plus graves parce que la population augmente en parallèle et les besoins de santé augmentent. Donc, quand on regarde la densité des médecins généralistes, on va en manquer au moins jusqu'à 2030. Alors, il y a eu des mesures qui ont été prises, mais elles ont été insuffisantes, manifestement. Les collectivités territoriales se sont mobilisées. Ces mesures prises ont toujours été assorties de conditions qui font que ça n'a pas été efficace. Aujourd'hui, on brandit la fin de la liberté d'installation. Alors, sans langue de bois, concrètement et surtout rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire dans le prochain quinquennat pour que ces déserts médicaux, c'est tout de même assez incroyable qu'on ait tant de difficultés pour accéder à un médecin généraliste et même à un médecin spécialiste dans certains territoires de France. Dominique Polton, est-ce qu'il y a des mesures qui soient vraiment efficaces rapidement ? Est-ce que c'est comme au Québec ? Est-ce qu'il faut augmenter carrément ceux qui s'installent ? Est-ce que le levier financier ne doit pas être mobilisé d'une façon beaucoup plus forte ? Le levier financier, je crois que l'expérience internationale montre que tout seul, il ne suffit pas. Ça, je crois que c'est quand même une grande leçon de tout ce qui a été fait dans beaucoup de pays. Mais moi, je voudrais dire que, en réalité, on peut gagner du temps médecin. C'est parce qu'aussi, on est un pays
Et c'est assez différent de l'organisation ailleurs, mais c'est un pays où quand même traditionnellement les médecins ont travaillé de façon très isolée, sans personne autour d'eux. Et on voit très bien aujourd'hui, avec le développement par exemple des formes d'exercice binôme médecin-infirmier, qui sont d'ailleurs facilitées par le fait qu'il y ait maintenant des assistants médicaux, même si bien sûr ce n'est pas le seul profil des assistants médicaux. Mais vous voyez des témoignages de médecins qui disent « mais si j'avais su que je gagnerais autant de temps en m'organisant comme ça, je l'aurais fait il y a des décennies ». Et honnêtement, je crois que c'est très porteur. C'est globalement, si vous voulez, c'est la question d'un travail d'équipe. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait gagner beaucoup de temps de médecins. Et d'ailleurs, si vous voulez, quand vous rapportez la population au nombre de médecins, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en tension, il ne faut pas le nier, mais aujourd'hui, il y a des pays où on prend en charge plus de patients par médecin, mais c'est très simple, on les prend en charge parce qu'on est dans une équipe et que le travail est partagé différemment. Justement, Dominique Polton, on n'y arrive pas, parce que les assistants médicaux, mais je ne suis pas d'accord. Très progressivement. Oui, alors on peut dire qu'il faudrait accélérer, mais très honnêtement, on ne peut pas dire non plus que ça ne bouge pas les choses. Parce que si vous regardez les 10 dernières années, d'ailleurs les professionnels le disent eux-mêmes, ils disent ça n'a pas bougé pendant longtemps et maintenant ça bouge. Vous avez quand même eu beaucoup à la fois des réformes qui ont plutôt poussé vers l'organisation collective, qui ont fait la promotion effectivement des maisons de santé, des centres de santé, mais aussi justement des assistants médicaux, les IPA, bon tout ça sans doute pourrait aller plus vite, ça on peut certainement dire ça. Qu'est-ce qu'il faudrait pour accélérer ? Jean-Paul Ortiz, on a l'impression qu'il y a un certain frein des médecins libéraux sur les assistants médicaux, cette possibilité très facilitée par les pouvoirs publics que chaque médecin dispose d'un assistant médical, n'a pas été tellement publicité par les médecins. Comment concrètement, là vous avez fait des propositions, mais comment concrètement dans les 2 ans, et évidemment on posera la question à Stéphanie Rist, concrètement comment on peut réellement accélérer pour réduire les déserts médicaux en France ? Très concrètement, ce que dit Dominique est vrai, il faut absolument que l'environnement professionnel du médecin se renforce. Quand on compare l'Allemagne, où vous avez 3 professionnels et demi qui entourent le médecin, par rapport à la France, où on est à moins d'un demi-temps plein autour du médecin en moyenne, hein, quelle que soit la spécialité, on voit bien qu'il y a un problème. Il y a des spécialités où le médecin ne travaille pas seul, alors qu'en particulier en médecine générale, on est encore sur un modèle ancien et on voit que les assistants médicaux, qui sont une bonne solution, certes se mettent en place, mais à mon goût, mais surtout au goût de la population française, trop lentement pour dégager du temps médical et lutter contre cette dérive bureaucratique qui empoisonne notre médecin. Alors comment accélérer, Jean-Paul Ortiz ? Parce qu'on est d'accord, ça, tout le monde est d'accord, c'est bien. Il faut simplifier les critères d'attribution des assistants médicaux et il faut de plus en plus aller vers un assistant médical par médecin, accompagné par l'assurance maladie. Et je crois que de ce point de vue-là, on a mis en place une mesure qui est intelligente, qui permet de résoudre et de dégager du temps médical, mais un peu comme d'habitude, on met en place une mesure qui reste un peu au milieu du gué. Quand vous avez un médecin surchargé de travail, on vous propose de prendre un assistant médical et on vous dit, mais attention, vous allez être obligé d'augmenter votre patientèle, le nombre de patients vus, le nombre de patients médecins traitants de 10, 15, 20, 30%. Comment voulez-vous que le médecin réagisse ? D'accord. Il ne se rend pas compte d'y arriver automatiquement grâce à l'assistant médical. Sa première réaction, c'est de dire, attendez, moi je ne peux pas travailler plus, ce n'est pas possible. Et je crois que là, si on veut changer les choses, il y a une chose qui manque dans l'évolution de notre système, c'est la confiance. C'est la confiance de l'assurance maladie vis-à-vis du corps médical pour faire bouger les choses, parce que c'est aussi un problème de culture. Oui, la confiance, c'est un mot qui est complexe dans son application. Stéphanie Rist, est-ce que dans le prochain quinquennat, c'est vrai que les mesures qui sont prises habituellement, c'est toujours des demi-mesures, même pour les communautés professionnelles territoriales de santé, et au fur et à mesure, on rajoute les incitations, les moyens, etc. Stéphanie Rist, est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics, et vous, si jamais ça se poursuit, ont vraiment bien pris conscience de la problématique et ont vraiment envie d'accélérer ? Je crois que depuis 5 ans, on a montré qu'on avait pris conscience. D'une part, sur les mesures à long terme, avec l'augmentation, la fin du numerus clausus et l'augmentation du nombre de médecins. Bien sûr, c'est une mesure à long terme, mais il fallait le faire. C'est quand même 19% d'étudiants en médecine de plus en 2021, donc c'est pas rien, c'était important. Il faut des mesures à moyen terme, et je crois que c'est tout ce qui tourne autour des développements des compétences des professionnels de santé,
ce qu'on appelle les pratiques avancées, les infirmières de pratiques avancées et autres, et puis des mesures à court terme qui sont efficaces, qui ont montré leur efficacité, que sont les assistants médicaux. Moi, je suis ravie de dire qu'il faudra un assistant médical par médecin. Encore faut-il que le médecin soit d'accord avec ça. Et je crois que tous les leviers publics, de la politique publique, vont être de donner cette responsabilité aux médecins d'accepter de travailler plus de façon isolée. Oui. Parce qu'on sait que ça marche, on sait que ça augmente le nombre de patients vus et quand on travaille en coopération, la qualité aussi de prise en charge. Excusez-moi Stéphanie, mais ne lui mettez pas des objectifs qu'il ressent comme inatteignables. Il va les atteindre, mais donnez-lui les moyens d'avoir un assistant médical et puis au bout de 3 ans, vous faites le point. Jean-Paul Ortiz. Jean-Paul Ortiz. On fait faire la course en mettant des chaussures de plan. Comment voulez-vous que les gens s'y engagent? Jean-Paul Ortiz, est-ce que les médecins comme vous, les responsables médicaux, prennent la mesure de l'impatience des Français, mais également des élus? Alors, pour ce faire, d'ailleurs, Philippe Juvin, que nous avons reçu la semaine dernière, représentant des Républicains, du Parti des Républicains, nous disait qu'il faut encore accroître le nombre de jeunes médecins à former. Vous dites une vingtaine de %, Stéphanie Rist. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est partout le cas? Il y a notamment, dans ces déserts médicaux, votre région est tout à fait significative. C'est la région, je crois, centre, Val de Centre, hein, c'est ça, centre de la France, Orléans, Tours, etc. Il y a une proposition du maire d'Orléans assez surprenante et qui a ému la communauté universitaire notamment, c'est celle de créer une université privée avec Zagreb, en Croatie. On aimerait bien avoir votre sentiment. Vous parlez des IPA. Les IPA, certes, sans doute une idée partagée, pour autant, elles se plaignent de ne pas avoir de financement des maisons de santé pluridisciplinaires. Il semblerait qu'il y en ait dans certaines régions et dans d'autres, c'est le vide. Enfin, rentrons un petit peu dans le détail, s'il vous plaît. Dominique Polton d'abord, et puis sur ces questions-là, c'est-à-dire la différence entre le diagnostic que tout le monde pose et la réalité des mesures, s'il vous plaît. La réalité des mesures, quand même, aujourd'hui, si vous regardez, vous dites il y a des maisons de santé, il n'y en a pas partout. Ça, c'est pas tout à fait juste. Regardez la carte et vous verrez. Bon, aujourd'hui, on atteint presque les 2000. Il y en a encore plusieurs centaines en construction. Moi, je dirais que avec l'ensemble de ce qui est en train d'émerger là, on doit avoir au moins peut-être 12 millions de Français, quelque chose comme ça, qui sont soignés par des maisons de santé. Donc, c'est pas anecdotique. 15% des médecins généralistes. Oui, 15% c'est encore minoritaire, je suis d'accord. Mais il n'y a pas d'ailleurs que la maison de santé comme forme d'exercice collectif. Je crois qu'il faut pousser au travail en équipe. Ça peut être multisite, ça peut être sous des formes différentes. Je pense pour ma part, mais c'est une option personnelle, que malgré tout, il faut aller vers des formes un peu plus intégrées, structurées, parce qu'on voit quand même beaucoup d'études montrent que c'est mieux. C'est mieux pour la qualité, c'est mieux pour prendre plus en charge des patients. Ça correspond aux aspirations des professionnels. Donc pour toutes ces raisons, il faut pousser, mais il faut reconnaître aussi qu'on part d'une situation quand même où le travail était très isolé, et peut-être ça peut se faire par étapes. De manière générale, il faut pousser le travail. Mais quand je posais la question à... Madame... Je pense que c'est vrai pour les IPA et c'est vrai pour les assistants médicaux. Il faut certainement accélérer. Les maisons de santé, je pense que c'est une forme qui s'est quand même pas mal déployée au total. D'accord. Je faisais allusion effectivement à l'impatience des Françaises et des Français, mais aussi des élus. Alors, Jean-Paul Ortiz... Les élus ont parfois des solutions. La solution de la Saône-et-Loire, par exemple, qui quand même en 3 ans... Alors, je sais que c'est un peu polémique, puisque ça n'est pas de la médecine libérale, c'est un centre de santé. Malgré tout, si vous voulez, quand vous regardez cette expérience, je veux dire, voilà quelqu'un qui, en 3 ans, a quand même réussi à trouver des solutions pour une population qui était complètement paniquée dans un certain nombre de territoires de voir partir les médecins. Et ça s'est amélioré. Et ça s'est amélioré significativement. Ça, c'est tout à fait... je pense que ça s'est amélioré. Enfin, en tout cas, nous, on a pu le voir. Il me semble que ça s'est vraiment amélioré, oui, on peut le dire. Jean-Paul Ortiz, est-ce que vous freinez les médecins libéraux? Les médecins freinent-ils à la mise en place des IPA, le rôle des pharmaciens, le rôle des orthoptistes, enfin, etc. Sur ce terrain-là, nous sommes en discussion très suivie dans le cadre d'une structure intersyndicale qui s'appelle les libéraux de santé, avec toutes les autres professions de santé, que ce soit les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, les infirmiers, les kinés, etc., etc.
Je crois que c'est comme ça qu'il faut le faire. On vous a pas senti très chaud sur les IPA. Non mais soyons francs, on vous a pas senti très chaud. Moi je rêve d'avoir une IPA. Moi je rêve d'avoir une IPA dans mon cabinet. Je pense que c'est une bonne solution. Sauf qu'aujourd'hui on en a 1700 en France, toutes spécialités confondues, qu'elles sont essentiellement centrées sur les structures hospitalières parce qu'il y a un problème de formation qui est longue, 2 ans, et qui est donc relativement coûteuse pour une infirmière libérale, donc c'est très compliqué. Mal payé, disait-elle. Mal payé, disait-elle. Mal payé, disait-elle. Mal payé, tout à fait. Moi, je pense qu'effectivement, le modèle de demain, c'est d'avoir des IPA dans les cabinets médicaux qui peuvent être soit libérales, soit salariés d'une équipe médicale regroupée. Je partage complètement ce que disait Dominique Polton, sauf qu'aujourd'hui, dans les MSP, 15% des médecins généralistes, il n'y a pas de médecins spécialistes. Donc, on voit bien qu'il va falloir structurer l'ensemble de notre système de santé autour de ces mots-clés que sont le regroupement et la coordination, mais pas en décidant à l'Assemblée nationale que telle compétence de tel professionnel de santé, le médecin, va être transféré à tel autre professionnel de santé, l'infirmière ou le kiné. Oui. Alors, on va demander à Stéphanie Rist, mais on voit pas qui peut entre professionnels. Oui, on voit pas qui peut le faire si ce n'est pas les élus. Enfin bon, Stéphanie Rist, de ce point de vue-là, et puis dites-nous quand même un mot de cette actualité à Orléans qui a un petit peu secoué le monde médical et universitaire. Sur l'impatience des élus, en fait, cette impatience, elle reflète la situation catastrophique dans certains endroits, dans certains territoires, notamment dans ma région et notamment dans une métropole. Orléans, c'est une métropole de 300 000 habitants. On n'est pas au fin fond d'une ruralité et on est en désert médical. Donc cette impatience des élus, elle est liée à cette situation très difficile pour nos concitoyens. Si on était il y a 20 ans, j'aurais été d'accord avec ce que dit Monsieur Ortiz. Prenons le temps de discuter, d'échanger. Donnons-nous 3 ans pour voir ce que ça donne. Mais on n'a plus ce temps-là. Et je crois pour ma part qu'il faut vraiment accélérer. Je parle ici à titre tout à fait personnel, mais je crois que nous devons rapidement faire l'accès direct pour les infirmières pratiques avancées, aider à la primo-prescription pour ces mêmes infirmières. Je crois que les assistants médicaux, on l'a dit, il faut que chacun des médecins ait un assistant médical. Je crois qu'il y a une forme d'obligation à donner aux professionnels de santé sur ce terrain-là. Je suis contre l'obligation d'installation parce que je pense qu'elle serait inefficace dans notre pays. Mais par contre, cette obligation d'accélérer... Oui, je vous coupe, Stéphanie Rist, parce que le temps passe très vite. Vous avez soulevé, alors vous répondez sur Orléans, s'il vous plaît, mais vous avez parlé d'accès direct, hein, et j'aimerais bien que Jean-Paul Ortiz nous donne son avis là-dessus. Alors allez-y. Moi, je vous fais une proposition. Ah non, attendez, d'abord Orléans. Alors oui, Stéphanie Rist, rapidement. Parce que sinon, on va oublier Orléans. Et quand même, depuis Jeanne d'Arc, ce serait difficile. Rapidement. Que ce soit les élus ou les professionnels sur notre territoire, on cherche des solutions qui parfois sortent du cadre, mais pour améliorer l'accès aux soins de nos concitoyens. Donc vous soutenez la proposition du maire, c'est compliqué les de dire Républicains, si parce que je n'ai pas les détails du projet. En tout cas, vous n'avez pas lu la presse, Madame Rist, alors. Vous n'avez pas lu la presse. Parce que nous, on connaît à peu près tout. Des études. Moi, si c'est une solution qui est efficace pour former des professionnels de santé, et étant donné que je passe mon temps à dire qu'il faut augmenter le nombre de professionnels formés dans notre pays... Donc on peut former des médecins à Zagreb à 8 000 € ou 10 000 € c'est ça? C'est déjà le cas. Nous avons des étudiants français qui partent à la faculté de Zagreb se former en médecine. Donc c'est déjà le cas. On est dans une Europe qui pour moi est très chère et très importante, notamment sur les sujets de formation. Donc je ne vois pas pourquoi, par principe... Vous n'êtes pas contre Zagreb. Pascal, il faut qu'on avance parce qu'il y a d'autres sujets qui sont très importants. L'accès direct, donc vous allez répondre de Dominique Polton et Jean-Paul Ortiz. Et puis je vais enchaîner très rapidement après, quand vous aurez répondu sur la coordination et sur le service d'accès aux soins et les CPTS, ces 2 programmes qui ont été développés pendant le quinquennat. Est-ce qu'on peut avancer plus vite? Alors Dominique Polton sur l'accès direct, Jean-Paul Ortiz aussi, très rapidement. Moi, je voulais dire qu'il faut faire attention sur les solutions court terme, long terme. Parce qu'aujourd'hui, on a une urgence qui est d'arriver à effectivement à ce que toute la population ait accès aux soins partout. Et on a aussi un projet de long terme qui est d'essayer de structurer la médecine de ville, mais les soins de proximité plus globalement, et les soins spécialisés aussi, qui en font partie, hein, l'accès aux soins spécialisés, de façon à ce que ça soit... que ça rende une gamme de services plus importante, que ça soit de plus haute qualité des soins, etc. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on a des insuffisances. On a ces 2 objectifs, il faut les poursuivre simultanément. Il faut faire attention à essayer de faire des choses qui ne sont pas contradictoires. Moi, je pense qu'il y a un sujet quand même avec l'accès direct,
c'est, même si, pourquoi pas, hein, je veux dire, mais c'est qu'il faut le penser quand même toujours dans la perspective d'équipe. Sinon, on recrée des silos, les uns à côté des autres, et on a plein de professionnels qui travaillent isolément, qui se concurrencent, etc. Je pense que ça a du sens, pourquoi pas, et d'ailleurs peut-être que les équipes peuvent s'organiser pour voir qui fait quoi. Ça a du sens dans une équipe de soins. Ça, c'est ma première chose. Je dis la deuxième, excusez-moi, ça va être très rapide. Sur la démographie médicale, je sais que c'est inaudible ce que je vais dire, mais vous savez, moi, j'ai vécu les années 90 où tout le monde, et quand on parlait tout à l'heure, Jean-Paul parlait de cette responsabilité collective, elle est très collective, parce que ce soit les syndicats, tout le monde disait à l'époque, on a trop de médecins, On est les médecins sont d'accord. paupérisés, ils étaient en super concurrence, et aujourd'hui, on dit, il faut former, il faut former, il faut former. Mais les gens qu'on met dans les tuyaux de la formation aujourd'hui, ils sortent dans 10 ans, et il faudra faire quand même, à un moment donné, de la prospective de long terme pour voir quand les choses vont se retourner, parce que je pense que, parce que souvenez-vous, en 99, la Cour des comptes disait on a énormément trop de médecins, et en 2000, on a dit ah mais non, finalement on a des déserts médicaux. Donc je veux dire, il faut essayer d'anticiper plus loin que la période qu'on va venir, qui est une période très tendue, où on a l'impression que plus on en forme, mieux c'est, mais c'est pas forcément vrai. Oui, mais on est dans une démographie mondiale trop faible en médecins, une démographie européenne. On peut imaginer que notre médecine s'exportera à travers nos professionnels. Tout à fait, c'est tout à fait, oui, tout à fait. Alors, je voudrais qu'on discute de deux choses qui ont été développées pendant 5 ans. C'est les communautés professionnelles et territoires de santé qui devraient permettre la coordination des soins, l'intégration de tous les professionnels de santé de ville sur un projet, la prévention, les soins non programmés, et puis le service, on va grouper les deux, le service d'accès aux soins, le SAS. Est-ce que pour vous, c'est des bonnes solutions? On a l'impression que les médecins, les CPTS, ça fait quand même depuis la loi 2016, ça fait plus de 5 ans donc, qu'ils sont mis en place. Il y a que 25% de la population qui sont concernés. Il y en a à peu près moins de 200 CPTS qui sont opérationnels. On a l'impression que tout ça prend du temps. Alors, CPTS, service d'accès aux soins, est-ce que c'est ce qu'il faut poursuivre? Est-ce que les médecins ont du mal à se rentrer dans cette logique d'organisation, de coordination ou pas? Alors, Jean-Paul Ortiz, Dominique Polton et Stéphanie Rist. Assez rapidement, parce que on a d'autres sujets encore abordés. Moi, je voudrais répondre sur l'accès direct. Je fais une proposition claire, courte. Organisons une conférence de consensus entre toutes les professions de santé qui sont aujourd'hui représentées via leurs syndicats représentatifs. On se donne 6 mois et on réfléchit comment on structure les parcours autour du maître mot qui est coordination. Le médecin doit rester au cœur de la prise en charge du patient. Il peut, dans le cadre d'une équipe, et je partage complètement ce que disait Dominique Polton, dans le cadre d'une équipe, il peut travailler et déléguer un certain nombre de tâches à d'autres professionnels de santé, dans le cadre d'une conférence de consensus, premièrement. Deuxièmement, au niveau du service d'accès aux soins, il est indispensable sur tout le pays. Et les médecins en sont parfaitement conscients. Ils sont prêts à s'y engager à condition qu'on y mette des moyens complémentaires et qu'ils soient valorisés pour cette nouvelle tâche qu'on leur demande d'accomplir. Ça n'est pas le cas. On a mis en place dans l'avenant 9 une façon de valoriser la participation au service d'accès aux soins qui n'est absolument pas satisfaisante. Il y a des expérimentations qui marchent bien. Regardons ce qui marche et tirons-en les conséquences. Aujourd'hui, un acte non programmé régulé par le service d'accès aux soins dans certaines régions, il est valorisé à plus 15 €. C'est même pas la mer à boire quand on donne 60 € à l'hôpital pour qu'il réoriente vers la médecine de ville. Faisons ça partout, ça marche pas. Les CPTS, oui, ce sont des modèles d'organisation et de coordination territoriaux qui sont extrêmement intéressants, sauf qu'aujourd'hui, c'est très orienté médecine générale, très peu médecine spécialisée. Donc, développons les CPTS, mais aussi les équipes de soins spécialisées avec le financement nécessaire, mais aussi les équipes de soins primaires. Bref, tous ces outils-là, il faut laisser l'initiative sur le terrain et aux professionnels de s'organiser et de les accompagner pour cela. Donc sur les CPTS, c'est vrai qu'à chaque fois, les moyens sont augmentés. Donc, on peut imaginer que sur le service d'accès aux soins, ça va être la même chose. Est-ce que ces deux outils sont bons pour structurer, pour améliorer la coordination, la qualité des soins, etc. Dominique Polton, très rapidement, et Stéphanie Rist, vous nous direz si vous êtes banco pour la conférence de consensus sur l'accès direct. Alors, Dominique Polton, rapidement. Moi, je crois qu'effectivement, il faut s'appuyer, c'est un peu ce que suggère Jean-Paul, il faut s'appuyer sur les dynamiques professionnelles, parce que dans un certain nombre de territoires, elles arrivent à faire des choses, et y compris sur la population. Mais il faut quand même reconnaître aussi, Jean-Paul, que ces dynamiques, elles n'existent pas partout, et qu'on ne peut pas laisser des populations là où elles n'existent pas, il faut aussi faire quelque chose. Et
C'est un peu le sujet, moi je trouve, d'une politique qui dit laissez les professionnels s'organiser, ils vont y arriver. Je crois qu'il y a plein d'endroits où ils y arrivent et c'est des réalisations assez extraordinaires. D'ailleurs, je pense que quand c'est des professionnels qui prennent en charge, et on en a vu plusieurs exemples récemment dans un travail qu'on a fait, qui prennent en charge l'idée de dire j'ai une responsabilité sur ce territoire, je vais faire en sorte que ça marche, je vais essaimer dans ma maison de santé, faire des antennes, etc. Et ben c'est le mieux, mais ça n'existe pas partout. Et je pense que malheureusement, il faut dans ce cas trouver d'autres solutions. Alors Stéphanie Rist, comment mobiliser tout le monde en fin de compte? Moi, je suis une région où 100% du territoire de ma région est couvert par des CPTS. Je crois en l'efficacité de celle-ci, d'une part sur la qualité de prise en charge et sur la qualité de vie au travail des professionnels de santé qui se retrouvent dans ces CPTS. Je dis pas que tout est parfait et que ça marche aussi bien dans tous les endroits du territoire, mais en tout cas, toute ma région, qui est la plus faible en démographie, a trouvé l'utilité de ces CPTS. Et je crois vraiment qu'il faut que 100% du territoire français soit couvert par ces CPTS parce qu'elles permettent de définir ces coopérations et ces parcours, bien entendu, sur les accès directs. Il faut que ça se fasse dans ce cadre-là, dans le cadre de coopération, de coordination entre les différents professionnels, et les CPTS sont un endroit parfait puisqu'ils s'adaptent aux besoins du territoire pour faire ces discussions sur ces différentes coopérations. Stéphanie Rist, excusez-moi, vous voyez bien que dans les CPTS, il n'y a pas ou très peu de médecins spécialistes. Donc vous ne pouvez pas imposer un modèle unique pour tout et partout. Ça veut dire qu'il faut multiplier les outils. Il n'y a pas de solution unique. Il n'y a pas la mesure qui va nous permettre de résoudre le problème de l'accès aux soins partout. Stéphanie Rist, on vous écoute. Je pense que ça fait partie des outils et il faut multiplier. Attendez, parlez pas en même temps. Attendez. Répondez, Stéphanie Rist. Je crois que dans les territoires où il y a peu de professionnels, ils sont dans les CPTS. Sur Orléans, sur ma circonscription, j'ai 3 CPTS. Dans les 3, on a les professionnels spécialistes qui sont dedans. Autres que médecine d'ailleurs aussi, les dentistes, les pharmaciens, on les retrouve dans ces CPTS. Donc, il faut vraiment pousser à cet exercice parce que c'est celui-là qui marche le mieux pour les patients et pour le parcours patient. Enfin, on arrêtera de parler des parcours patients et on passera à l'étape supplémentaire. Et d'ailleurs, les établissements hospitaliers sont aussi inclus dans nos CPTS. Et je crois que c'est un sujet aussi très important de mettre les établissements hospitaliers dans les CPTS. Pour tous les 3, si je faisais un petit effort de synthèse, est-ce que je pourrais dire que dans l'avenir, on aura des médecins libéraux qui ne refuseront pas de faire des urgences, qui ne refuseront plus de faire des urgences? Est-ce que l'on pourrait considérer que effectivement l'accès direct sera peut-être une solution trouvée par une conférence de consensus que nous recommande Jean-Paul Ortiz, et puis peut-être également qu'il y aura un mélange de médecins salariés et de médecins libéraux? C'est ça la médecine de demain, la médecine de proximité de demain, Jean-Paul Ortiz? La médecine de proximité de demain, ça serait une médecine forcément regroupée, ça c'est clair, forcément multisite, et nous n'en avons pas parlé, mais il est indispensable que demain, nous assumions cette responsabilité territoriale vis-à-vis de la population, à condition d'être plusieurs à l'assumer, à condition d'exercer dans plusieurs endroits, accompagnés par les collectivités locales. Et quand je vois que les collectivités locales salarient des médecins, moi, je pose le problème du modèle économique. Ça veut dire qu'effectivement, ça coûte de l'argent aux collectivités locales. Moi, je préférerais qu'elles accompagnent les médecins libéraux pour avoir un exercice multisite et en pluriprofessionnalité. Mais la pluriprofessionnalité, on pourra la développer dans des équipes sous la responsabilité du médecin qui coordonnera l'ensemble de l'équipe des professionnels non médecins. Le cas de la prise en charge du patient. Excusez-nous, on vous coupe parce que le temps passe. Peut-être Dominique Polton et Stéphanie Rist, un commentaire Peut-être Stéphanie Rist. Ouais, moi, je crois qu'il faut changer de paradigme et mettre en avant les soins de proximité et les soins de ville. Et ce changement de paradigme, il s'associe à des discussions de financement. On n'a pas abordé le sujet des rémunérations, mais du financement du système. Et je crois qu'il ne faut pas séparer la ville de l'hôpital, faire une bascule vers la ville comme les soins premiers, donc effectivement des échanges sur les rémunérations, mais aussi sur les responsabilités, ça je l'ai un petit peu dit, territoriales et populationnelles qui vont avec. Dominique Polton. Mais attendez, Stéphanie Rist, juste sur les rémunérations, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous proposez sur le financement? Je pense qu'à partir du moment où il y a des
des infirmières de pratique avancée avec accès direct, par exemple, pour rentrer très concrètement dans le sujet, les généralistes vont faire un travail différent et vont devoir avoir des consultations qui vont être réaugmentées. Mais cela, ça voudra dire aussi qu'ils accepteront d'être en coopération, d'avoir une responsabilité multisite, territoriale. Voilà, c'est vraiment... Enfin, en fait, il faut redéfinir les missions de chacun dans le système, mais de l'hôpital aussi, de la place de l'hôpital. Est-ce qu'il faut laisser autant de lits dans les hôpitaux, contrairement à ce qui peut être politiquement correct? Je parle à titre tout à fait personnel, mais je pense qu'on a trop de lits d'hospitalisation, qu'il faut les diminuer pour pouvoir mieux rémunérer les équipes. Enfin bref. Je vous souhaite beaucoup de courage de le dire dans l'élection présidentielle aux Français, ça, qu'on a trop de lits hospitaliers. J'ai dit que je parlais à titre personnel, mais je crois particulièrement que c'est ce qu'il faut faire pour faire ce changement de paradigme et rebasculer vers les soins de ville. Dominique Polton, sur ce changement de paradigme. Justement, oui, moi je suis complètement d'accord avec le fait que renforcer les soins de proximité, c'est vraiment une priorité massive. Et je pense que ça passe par là. Et un des aspects dont on n'a pas parlé, mais qui est vraiment très bloquant, c'est la question des locaux. C'est la question. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne réfléchit pas tellement en France à qu'est-ce que c'est l'architecture qu'il faut pour une structure de soins de proximité, comme ça peut se faire ailleurs. Moi, j'ai vu des cahiers des charges, etc. On en a plein pour les hôpitaux, mais personne ne réfléchit. Or, c'est des sujets très compliqués. Souvent, les maisons de santé, elles ouvrent, on pensait qu'elles étaient trop grandes et elles sont déjà trop petites parce que ces équipes évoluent très très vite. Vous voyez bien, les assistants médicaux arrivent, les IPA, et on dit où est-ce qu'on va mettre ces gens-là dans les locaux qui existent, sans compter le fait que beaucoup de médecins ont investi dans les cabinets. Merci, oui, c'est important, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, les locaux. On va écouter les Français maintenant, via Odile Peixoto de BVA, qui sonde régulièrement les Français pour les contrepoints de la santé. Écoutons Odile. Bonjour à tous. Donc, l'avenir de la médecine de ville, c'est vraiment un sujet extrêmement intéressant qui est à redessiner peut-être, mais en fait, son importance semble majeure car vous allez le voir, les Français ont besoin plus que jamais de soins de proximité. On a la santé donc, qui n'est plus la première préoccupation des Français. Ça l'a été pendant de très, très nombreux mois, voire années maintenant. Elle demeure quand même très préoccupante pour 30% de nos concitoyens, mais elle passe derrière le pouvoir d'achat qui préoccupe 49% des Français. La santé reste quand même derrière toutes les autres thématiques évaluées, l'environnement à 23%, la sécurité à 22%, l'éducation à 20%, etc. Donc, on note quand même un contexte de grande fragilité et de lassitude pour une large part de la population. Face à ce besoin de soins qui on voit plutôt il y a une population plutôt en demande. On a parallèlement l'accès à la médecine de ville qui semble se dégrader. On a une enquête historique, puisqu'on avait posé la même question il y a un an, en février 2021, et on voit que cette année, on a 37% des Français qui déclarent rencontrer des difficultés à prendre rendez-vous à leur médecin généraliste. C'est plus 16 points par rapport à l'année dernière, donc on a une situation d'accès aux soins qui se tend. On note également que l'accès aux chirurgiens dentistes est compliqué pour 45% de nos concitoyens. Et puis, le phénomène est le plus marqué en ce qui concerne, ça ne n'étonnera personne, l'accès aux spécialistes. Là, on a 52% des Français qui parlent de difficultés pour prendre un rendez-vous, alors que c'était 41% l'année dernière. Donc, on a plus 11 points par rapport à l'année dernière. On a également, toujours dans ces difficultés d'accès aux soins, 60% des Français qui ont un besoin de parcours de soins coordonnés, qui déclarent avoir eu besoin au cours des 2 dernières années d'avoir recours à plusieurs professionnels de santé face à un problème de santé auquel ils étaient confrontés, que ce soit médecins, infirmiers, kinés, etc. Et là, on a 37% qui déclarent avoir eu des difficultés d'organisation de ce parcours de soins coordonnés. C'est plus 10 points par rapport à l'année dernière. Donc, on voit quand même une situation qui se tend énormément. On note quand même que les Français ont moins de difficultés pour prendre rendez-vous avec une infirmière, 17%, ou un kiné, on a quand même 25% quand même. Donc, il y a quand même une piste qui s'ouvre là pour l'avenir de la médecine de ville, avec peut-être, pour certains problèmes de santé, des transferts de compétences à opérer et qui seraient à soutenir par une communication associée, pour que les Français aient plus le réflexe infirmière ou kiné selon les problèmes auxquels ils sont confrontés, quand cela est pertinent, bien sûr. On a également les Français qui croient à 81%, avec même 30% de tout à fait d'accord, que les outils numériques
On a là le lancement de l'espace numérique en santé qui va, je pense, arrive vraiment là au bon moment et avec le bon contenu. Il y a Doctolib qui est un véritable succès. Il y a beaucoup d'applis en santé. Donc, les Français pensent que ces outils, à 81%, sont des outils efficaces pour le système de santé. Donc, il y a une deuxième piste avec cette orthèse sanitaire que va devenir notre téléphone, qui va être finalement un véritable relais de santé pour aider les patients et les professionnels de santé. Et pour terminer, donc, dans ce contexte si difficile auquel sont confrontés à la fois les professionnels et les patients, comment évolue la relation entre eux? Heureusement, il y a quand même une résilience qui domine parce qu'il y a une majorité qui déclare que la crise n'a rien changé aux relations. 77%, ça n'a rien changé pour mes relations avec mon MG, 60% qui dit ça n'a rien changé avec mes relations avec le dentiste, 58% avec les médecins spécialistes. Par contre, on note quand même qu'on a une frange importante de la population qui atteste une dégradation donc, de cette relation. Une détérioration, donc on a 22% qui disent que ça s'est un petit peu dégradé avec les médecins spécialistes, 20% les chirurgiens dentistes, 18% avec le MG, 10% avec le kiné, 8% avec l'infirmière. Donc au total de tous ces professionnels de santé, ça fait 37% des Français qui déclarent une détérioration des relations avec au moins l'un de ces professionnels de santé, qui est à rapprocher d'un indicateur similaire qu'on avait évalué en février dernier, qui était à 24%. Donc on a plutôt une tendance à la dégradation des relations, ce qui constitue un point de vigilance sur le caractère quand même éminemment humain qu'est le soin et où la médecine de ville peut jouer un rôle majeur. Je vous remercie. Alors, commentaire rapide sur ce sondage, et puis après on abordera d'autres sujets comme la prévention ou justement les EHPAD. Petit tour de table rapide, enfin ça confirme ce qu'on a dit jusqu'à présent. Stéphanie Rist. Oui, je crois que ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il ne peut pas y avoir de parcours sans partage des données. Et j'ai très bon espoir avec mon espace santé qui est lancé là ce mois-ci, qu'enfin on arrive à un partage des données entre professionnels et qui donc permettent de structurer les parcours. Parce que c'est difficile d'envisager qu'il puisse y avoir des parcours très bien coordonnés si les professionnels ne peuvent pas se partager les données. Donc c'est une avancée importante que sort mon espace santé. On va en reparler aussi. Dominique Pont, alors, Dominique Polton. Moi, ce qui m'interroge un peu dans le sondage, autant les questions d'accès, bon, elles sont relativement attendues. Je suis un peu plus surprise par les dernières réflexions sur la dégradation des relations. Et j'avoue que moi, ça appellerait, alors là, c'est plutôt mon côté chercheur, mais un peu d'analyse plus approfondie et qualitative pour savoir de quoi on parle quand on parle d'une dégradation de la relation avec ses soignants en balayant l'ensemble des professionnels. Je ne vois pas très bien. Qu'est-ce que ça recouvre, voilà. Alors Jean-Paul Ortiz, est-ce qu'il y a un effet Covid sur la dégradation des relations soignants-soignés? Il est probable qu'il y ait un effet Covid, en particulier sur l'engagement fort de l'ensemble des médecins libéraux et des professionnels de santé libéraux sur la vaccination. Et on sait qu'il a fallu vaincre des réticences, il a fallu répondre aux interrogations, etc. Et l'affichage que nous avons tous partagé, très volontariste pour la vaccination, peut-être qu'on le paie un peu là. Mais moi, j'interprète aussi cet aspect dégradation sur la difficulté d'accès. Je crois que c'est une façon indirecte le problème de la difficulté d'accès. Je voudrais revenir sur le numérique. On n'en a pas du tout parlé tout à l'heure sur l'accès aux soins. Je crois que le numérique doit nous aider à faciliter l'accès aux soins, non pas comme solution miracle, mais dans un panel de solutions. Je parlais tout à l'heure de l'exercice multisite. On peut très bien imaginer des téléconsultations dans des zones plus difficiles, des villages avec le maire ou la Comcom qui met à disposition un local où des personnes viendraient faire une téléconsultation accompagnée par une infirmière libérale, par exemple, alors que le médecin se trouve à quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres. Voilà des solutions qui ne sont pas très coûteuses et qui permettraient notablement d'améliorer l'accès aux soins, y compris en ruralité. Oui, une affaire chasse l'autre. Après ce que vous évoquez, la période de la crise sanitaire, qui ne se termine pas, mais enfin, en tout cas, qui nous laisse un tout petit peu plus à respirer.
il y a l'affaire maintenant du grand âge et l'affaire des EHPAD. Alors, première question, évidemment, qu'est-ce que cela vous inspire? Par ailleurs, de manière plus précise, quelles sont les fautes et la réalité? J'allais dire, quelle est la situation, quelle est l'analyse que vous faites peut-être de la situation que nous connaissons, politique, d'élection, et de la réalité de la situation sociale et sanitaire dans ces établissements. De manière plus précise, puisque nous parlons de médecine libérale, le rôle des médecins et du médecin coordonnateur et de ce que l'on appelle le virage domiciliaire, c'est-à-dire le lien entre le domicile et le départ dans la dernière période de sa vie, dans les établissements de personnes âgées dépendants. Peut-être d'abord Jean-Paul Ortiz. Oui, alors bien sûr, il ne faut pas condamner toutes les EHPAD, ayant été personnellement moi-même impliqué malheureusement par nos anciens qui ont séjourné en EHPAD, ça s'est extrêmement bien passé. Mais ce n'est pas le cas partout. Je crois que l'ensemble du secteur mérite un contrôle de la démarche qualité qui est mise en place, et l'idée de faire des mécanismes de type accréditation comme pour les hôpitaux et les cliniques me semble une excellente idée. La deuxième remarque concernant la médicalisation des EHPAD, c'est pas toujours facile. Et je rappelle d'ailleurs que les médecins coordonnateurs qui interviennent dans les EHPAD ont été amenés à se mettre en mouvement, en grève il y a quelques semaines. Ce qui témoigne quand même d'un climat difficile, en sachant que les médecins coordonnateurs sont chargés de coordonner l'ensemble de l'équipe qui prend en charge le résident, de coordonner le suivi de ce résident en lien avec le médecin traitant, puisque le résident peut garder son médecin traitant, c'est d'ailleurs indispensable et c'est ce qu'il fait la plupart du temps, et les médecins traitants sont amenés à intervenir dans les EHPAD, sauf que dans l'état de tension actuel, c'est au soin partout, là aussi, c'est pas toujours facile pour que les médecins traitants interviennent dans les EHPAD, surtout dans les endroits où on manque de médecins. Mais Jean-Paul Ortiz, est-ce qu'il ne faut pas tout changer quand même? Parce que là, vous avez l'impression, vous dites que c'est Michou, Michèvre. Ça fonctionne mal quand même aujourd'hui. C'est pas du tout Michou, Michèvre, Philippe Leduc. Je dis que chacun a un rôle précis. Le médecin coordonnateur est celui qui coordonne l'ensemble de l'équipe soignante. Le médecin traitant est celui qui intervient auprès de chaque résident. Sauf que, vous comprenez bien, Philippe Leduc, on manque de médecins partout, on manque de médecins coordonnateurs, on manque de médecins traitants dans les EHPAD. Donc ça veut dire qu'effectivement, il va falloir s'adapter, développer la téléconsultation assistée par l'infirmière qui intervient dans l'EHPAD partout. Ça devrait être une règle absolue partout, de façon à ce que les médecins traitants puissent accompagner leurs patients, leurs résidents dans ces EHPAD, et les médecins coordonnateurs doivent avoir un rôle beaucoup mieux structuré, mieux reconnu et mieux valorisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord. Dominique Polton et puis Stéphanie Ries, puis après on... Oui. Je voulais dire, un peu comme ce que vient de dire Jean-Paul Ortiz, je pense que la présence médicale en EHPAD est un des domaines qui souffre beaucoup de la tension aujourd'hui globale sur les effectifs et la démographie médicale. D'ailleurs, pas seulement en EHPAD, mais au domicile aussi. Vous savez qu'on a quand même aujourd'hui un souci pour assurer des visites à domicile de médecins, et que la solution, effectivement, dans les 10 ou 15 ans qui viennent, elle est, compte tenu de ce qu'on sait sur le contexte global de la démographie, elle est plutôt dans des solutions que vient de suggérer Jean-Paul, c'est-à-dire un peu des binômes médecin-infirmier avec une présence en EHPAD, ou une présence à domicile d'ailleurs, en téléconsultation avec le médecin, qui permettent d'assurer quand même ce suivi-là. Parce qu'aujourd'hui, ce suivi, honnêtement, dans un certain nombre d'EHPAD, les médecins eux-mêmes disent que plus personne n'y va, plus aucun médecin n'y va, et que les patients, les personnes qui sont hébergées peuvent faire parfois des AVC, etc., avec très peu de surveillance médicale. D'accord. Stéphanie Ries, tout ça nécessite des moyens, alors est-ce que les moyens seront là? Alors, ça nécessite des moyens, mais à chaque fois, il faut prendre le sujet à l'inverse. Il me semble que la question est qui va soigner nos personnes âgées demain, que ce soit dans les EHPAD ou à domicile ou dans les hôpitaux. Quel spécialiste, quel médecin? Est-ce qu'on aura assez de médecins? Est-ce que c'est que des médecins? Est-ce qu'il faut des infirmières pratiques avancées en nombre de gériatrie? Et je crois que c'est ces questions-là qu'il faut poser et ensuite définir le financement. Je crois qu'on a un intérêt sociétal à poser cette question. Qui va soigner médicalement c'est l'enjeu du prochain quinquennat. Oui, on ne minimise pas sans doute les constats qui ont été faits par notre confrère journaliste. Pour autant, ce genre d'affaires sort toujours quelques semaines avant des élections présidentielles, des grands moments politiques. Quelle est la part
de la réalité sanitaire, sociale et la part du politique. Peut-être Dominique Polton, à votre avis? Non, j'ai du mal à répondre vraiment précisément à cette question. Vous avez raison, c'est un peu un scandale et donc on se précipite dessus. Mais je pense quand même qu'il y a, la réalité, c'est qu'il y a vraiment sur les EHPAD et sur le domicile, encore une fois, pour les personnes âgées, aujourd'hui une grande difficulté à assurer une présence médicale. Et c'est une bonne chose que ce débat soit mis sur la place publique. Ce que je voulais dire, c'est quel était, selon vous, le débat n'est pas seulement sur les médecins, là. Le débat, il est sur les conditions globales de prise en charge, la question, voilà, du caractère lucratif et de ce que ça, du coup, de ce que ça emporte comme condition d'accueil. Là-dessus, j'ai moins de. D'accord. Alors, avant de passer... Je voulais que vous nous annonciez simplement, Philippe, et je voulais simplement que vous nous annonciez ici au contrepoint de la santé, quel serait, avant le début des élections présidentielles, le prochain scandale que nous aurions. C'est toujours intéressant. Alors, avant de passer la parole à Renaud Degas sur, comme on dit, les questions Twitter, un point de vue, alors rapidement, parce qu'on arrive au terme de cette émission, sur la prévention. On n'en a pas parlé, personne n'en parle, alors que bien évidemment, c'est essentiel. Aujourd'hui, on a une espérance de vie en bonne santé qui est très mauvaise en France par rapport même à l'Angleterre, aux pays nordiques, à l'Allemagne, etc. Donc, est-ce que la médecine de ville, de proximité, est-ce qu'elle n'aurait pas intérêt à se bouger gaillardement pour débusquer les fragilités, faire en sorte qu'il y ait un vrai discours de prévention? Il y a une étude récente de l'adresse qui montre que les médecins généralistes ne sont pas du tout sensibilisés. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas formés, ils ne sont pas rémunérés pour ça. Comment faire très rapidement un tour de table, comment faire en sorte que la prévention soit vraiment prise en main pour éviter des souffrances, éviter des coûts, éviter des hospitalisations? C'est fondamental. Alors, on commence par Dominique Polton, Jean-Paul Gentil, Stéphanie Rist. Je veux dire, je suis désolée de me répéter, mais je crois encore une fois que à la puissance de l'équipe pour faire ça. Quand vous regardez ce que font un certain nombre de structures aujourd'hui de soins de proximité, elles sont capables de faire des choses assez extraordinaires en prévention, d'aller dépister des troubles scolaires, de gérer de prévenir effectivement la perte d'autonomie dans des processus qui sont plus compliqués que ce que peut faire un médecin isolé ou un infirmier isolé ou un kiné isolé. Et je pense que déjà, il y a un investissement à faire dans des équipes, et ces équipes, elles feront de la prévention, mais elles feront aussi de la santé mentale dont on n'a pas parlé, qui est quand même très mal prise en charge aussi en soins de proximité. Elles feront du cabinet, mais aussi du domicile grâce à l'organisation médecin-infirmière. C'est un peu tout ça qu'il faut construire. C'est vraiment, à mon avis, cette unité de base, elle peut faire beaucoup plus de prévention que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, il nous reste 2-3 minutes. Jean-Paul Ortiz sur la prévention. La prévention, c'est l'affaire de tous, et en particulier de tous les professionnels de santé. Elle concerne bien sûr les professionnels de santé, mais au-delà, l'environnement, le monde du travail, etc. Il serait assez facile de mettre en place des vraies consultations de prévention à des âges clés de la vie, définis préalablement, qui soient correctement valorisés avec un contenu. Nous, à force d'en parler, on l'a fait. On vient de le mettre en place avec un assureur complémentaire sur une niche, sur une catégorie socio-professionnelle. Je crois que c'est le genre d'exemple qu'il faut poursuivre. Il faut réorienter notre système. On parlait tout à l'heure de changement de paradigme. Il faut réorienter notre système de santé vers beaucoup plus de prévention. Aujourd'hui, on ne finance pratiquement que du soin. Il va falloir aussi penser à financer de la prévention dans les années à venir. Alors Stéphanie Rist, le président Emmanuel Macron avait annoncé dans sa campagne il y a 5 ans qu'il allait faire la révolution de la prévention. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu? On a quand même fait des choses. Je pense à la politique sur le tabac avec une diminution de la consommation tabagique très importante. Moi, je crois qu'il faut là aussi inverser et un peu comme l'image de mon espace santé, mettre le patient au centre de sa prévention. Et on l'a vu dans la crise, les gens ont appris les gestes barrières, les gestes de prévention, ont appris à faire des autotests. Et je crois que l'avenir de la prévention, elle passe aussi par le patient lui-même et donc l'éducation à la santé et effectivement ensuite des équipes pluriprofessionnelles où le levier de prévention est bien plus important. Je suis d'accord avec ce qu'a pu dire Dominique. Tout un programme pour 5 ans. Renaud Degas, donc, qui suit les réseaux sociaux, qui regarde un peu les questions qui se posent par rapport au contrôle pour la santé ou d'autres thèmes. Renaud?
Oui, merci, bonjour. Une question qui va être complémentaire par rapport à tous les sujets qu'on a déjà abordés. Par rapport au dispositif pour gérer le premier recours sur les territoires, il y a un nouvel acteur qui arrive, dont une des missions est de venir compléter, coordonner les acteurs de premier recours, c'est l'hôpital de proximité. Parce que quand on regarde les cahiers des charges de ces hôpitaux, ils ont vraiment pour mission de rentrer en dialogue et en coordination avec les professionnels de santé de premier recours. Est-ce que c'est un acteur auquel vous croyez ou est-ce que c'est un dispositif de plus qui va venir alourdir la machine? Comment vous percevez l'arrivée de ce nouvel acteur? Bonne question. Alors, Dominique Polton. Alors Stéphanie Rist, allez-y. Oui, je veux bien répondre parce que je pense que c'est un acteur indispensable et que c'est une très belle avancée de Ma Santé 2022, les hôpitaux de proximité, même s'il faut aller plus loin, notamment travailler sur le financement des professionnels de ville pour venir travailler dans ces établissements. J'ai la chance d'avoir un hôpital sur ma circonscription qui vient d'être labellisé proximité. C'est un territoire où il reste des professionnels de ville, où depuis quelques mois, presque années maintenant, les professionnels travaillent ensemble à un projet ville-hôpital pour la prise en charge des malades sur ce territoire. Je crois beaucoup dans ces hôpitaux de proximité, à la condition de travailler encore là sur le financement des professionnels de ville pour qu'ils viennent s'impliquer. Vous savez que maintenant, les professionnels de ville viennent s'impliquer dans la gouvernance de ces établissements avec les professionnels de l'hôpital. Et je crois que c'est un chemin pour renforcer la médecine de proximité, ces établissements qui seront à la frontière entre la ville et l'hôpital. Mais là encore, ça démarre doucement. Il y en a 175 qui ont marqué un intérêt à devenir hôpital de proximité. Est-ce que c'est pas, Jean-Paul Ortiz, une difficulté quand même? Il ne faudrait pas accélérer là encore. Oui, moi je partage en partie ce que vient de dire Stéphanie Rist. Encore une belle idée, une jolie réforme qui reste au milieu, timide. Pourquoi? Parce qu'on parle de gouvernance. En fait, les professionnels de santé de ville ont une portion congrue dans la gouvernance des hôpitaux de proximité. Quant au financement, c'est extrêmement compliqué, pour pas dire quasi impossible. L'hôpital de proximité tel que nous l'avions réfléchi au HCAM, et Dominique Polton peut en témoigner, pour nous, c'était justement le lien entre la ville et les structures hospitalières. Ça devait être cette rencontre entre les professionnels de santé de ville, les libéraux, et les structures hospitalières, ça devait être mis au cœur de ce lien. On devait casser les murs dans l'hôpital de proximité. Or, on a mis l'hôpital de proximité à l'intérieur du GHT, c'est-à-dire sous la dépendance des structures hospitalières, et on n'a pas suffisamment ouvert à l'ensemble des professionnels de santé de ville. C'est vraiment dommage. Moi, j'ai l'impression que ça va faire un peu pchit, cette histoire, et nous le regrettons, parce qu'il faut vraiment aller beaucoup plus loin. Il faut le renforcer, oui. Dominique Polton, votre sentiment? Bon, effectivement, je suis d'accord avec c'est une belle idée. Moi, ce que je trouve quand même, c'est qu'il y a des expériences qui marchent bien quand même. Peut-être que l'ensemble du dispositif mériterait d'être peut-être revu, accéléré, etc. Mais on voit effectivement des équipes de soins primaires avec très intégrées à l'hôpital de proximité. Ça arrive, enfin c'est pas très très fréquent, mais ce qu'on voit, c'est que ça donne vraiment quelque chose de très positif. Donc c'est vers ça qu'il faut aller. Peut-être. Alors avant de conclure, de ce qui marche. Juste une question avant que Pascal conclue. Finalement, on a l'impression quand même, ça va être difficile de dire ça peut-être, mais que la médecine de ville a du mal à rentrer dans la modernité. On voit bien le problème de coordination, de coopération, de délégation de tâches, de numérique, de DMP, de Mon Espace Santé. On a l'impression qu'il y a cette difficulté de la médecine. Alors les médecins, c'est la médecine libérale, chacun est atomisé, il manque une dynamique. Comment accélérer cette marche en avant vers la modernité de la médecine de ville, la médecine de proximité? Très rapidement, parce qu'on arrive au terme. Peut-être Jean-Paul Ortiz. Jean-Paul Ortiz. Alors, moi, je crois que, Philippe Leduc, je pense que les choses sont en marche, avancent doucement. On voudrait que ça aille plus loin, c'est vrai. Il faut simplifier les mécanismes administratifs. Quand vous regardez des avenants comme l'avenant pour les maisons de santé pluriprofessionnelles ou les avenants pour les CPTS, c'est d'une complexité sans nom. Je crois qu'il faut bien comprendre que les médecins libéraux aujourd'hui bougeront d'autant plus facilement qu'ils sont accompagnés
par des mécanismes qui soient simples, qui peuvent s'approprier facilement. Et je pense que la médecine de ville est en train d'évoluer. Et puis, il faut casser les murs, il faut simplifier, il faut aller vers des exercices partagés, des exercices mixtes. Vous savez qu'à un moment donné, j'ai mis sur la table l'idée d'un statut unique du médecin, qu'il soit hospitalier ou libéral. Et je crois qu'il va falloir travailler avec des professionnels de santé pour faire Dominique Polton, un mot. Les acteurs de ce lien entre la ville et l'hôpital. D'accord. Dominique Polton, un mot très rapidement. Stéphanie Rist aussi. Et puis, je crois Pascal. que cet accompagnement est effectivement assez fondamental. On voit bien aujourd'hui, par exemple, que les jeunes, ils aimeraient travailler en maison de santé, mais les créer, c'est un énorme quand même challenge, en plus que de s'installer dans sa vie professionnelle. Donc il y a une question, mais la question, c'est quand même qui doit le faire. Et ça, voilà, c'est quelque chose auquel. Alors, qui, en un mot, qui doit le faire? Ça peut être les URPS accompagnés par des chargés de mission dans le cadre d'un CEPOM en lien avec les ARS et les CPAS. Vous nous confirmez, Jean-Paul Ortiz? C'est les territoires qui doivent faire ça. Qui doit le faire, Stéphanie Rist? Qui doit le faire? Ce que je vois, c'est des professionnels de territoire qui rentrent dans la modernité et qui bougent. Enfin, ces dernières années, le métier de médecin, de professionnel est en train de bouger. Et je voudrais ici le dire, je crois que les médecins ont envie et ont cette envie de soigner les patients de leur territoire et donc s'engagent dans les coopérations, même si c'est difficile, on a l'impression que ça va doucement, mais en même temps, on voit des professionnels qui se mobilisent. Donc, je trouve qu'on va dans le bon chemin et qu'il faut quand même s'il faut accélérer. Vous avez le sentiment, les unes et vous, Jean-Paul Ortiz, que ces questions seront au centre du débat des présidentielles? Il le faut? Le problème de l'accès aux soins, indiscutablement. Vous aussi, Dominique Polton? Oui, oui. D'accord. Et Stéphanie Rist, j'imagine, également? Je l'espère. D'accord. Nous avons une pensée émue, puisque vous avez beaucoup parlé des travaux du HCAM à Anne-Marie Broca, qui nous a quittés et à qui nous dédions cette émission. Je voudrais vous dire, cette émission, Philippe et Renaud, m'a rappelé cette phrase de Robert Louis Stevenson que j'aime beaucoup. Vous savez, tôt ou tard, le monde sort s'assied au banquet des conséquences. Et vous savez que Robert Louis Stevenson est l'auteur, certes, de L'île au trésor, également de Voyage d'un âne dans les Cévennes, sur un âne dans les Cévennes, mais surtout de Dr Jekyll et Mr Hyde. Voilà, nous remercions les équipes, Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel T, la veille des acteurs de la santé, LDC Santé et Hortus. Merci à nos partenaires BVA, Groupe Pasteur Mutualité, Medtronic et Point Vision. Et à la prochaine fois. Merci à vous.